Il y a des siècles, à une époque où l'acier décidait du destin des nations, une tempête s'éleva au sud. Un empire marcha avec 100 000 soldats, leurs armures étincelant sous le soleil, leurs bannières avalant l'horizon. Face à eux, à peine 60 000 hommes du Jaivier, des paysans, des chasseurs, des insurgés, unis par un seul cœur. Ils n'avaient ni murailles, ni forteresses, seulement leur terre et leur volonté. Lorsque les envahisseurs franchirent la rivière, sûrs de leur victoire, le ciel lui-même se retourna contre eux. Des roseaux jaillit le feu, de la boue gronda le tonnerre. L'eau qui reflétait jadis le ciel devint leur tombe. L'acier rencontra le bambou, les flèches rencontrèrent le feu. Et dans ce chaos, le courage devint une arme plus tranchante que n'importe quelle lame. Quand la fumée se dissipa, les conquérants avaient disparu et la terre chanta de nouveau sa liberté. Car ici, dans ce coin du monde, un peuple sans peur transforma la stratégie en destin et grava son nom dans l'éternité. Pendant plus d'une décennie, les terres du Jaiviet gémirent sous la domination de l'Empire Ming. Du delta du fleuve Rouge jusqu'aux vallées montagneuses, le son de la liberté avait été remplacé par le fracas des garnisons étrangères et les cris d'un peuple dépouillé de sa dignité. Les Ming croyaient leur conquête achevée. Leurs armées, cuirassées d'acier, disciplinées et innombrables, méprisaient les guerriers paysans du Sud, qu'ils ne voyaient que comme de la poussière sous les bottes impériales. Mais au cœur des forêts de Tan Hoa, un chef s'élevait. Son nom était Lê Loa, autrefois noble, désormais l'âme même de la rébellion. Pour ses partisans, il n'était pas simplement un homme, mais la voix de la terre elle-même. Pendant des années, il mena une guerre désespérée pour survivre, tendant des embuscades aux patrouilles Ming, disparaissant dans la jungle, frappant depuis les rivières avant de s'évanouir à nouveau. Son armée, forgée de paysans et de chasseurs, était devenue un fantôme que les envahisseurs ne pouvaient se détruire. En 1426, la marée tourna. Épuisés par des années de guérilla, les Ming rassemblèrent une force colossale, plus de 100 000 hommes, sous le commandement du général Wang Tong, Vuong Tong. Ils marchèrent un peu vers le sud depuis Dongguan, l'actuel Hanoï, décidés à écraser la rébellion une bonne fois pour toutes. Cavalerie lourde, régiments d'arbalétriers, machines de siège et lignes de ravitaillement s'étendaient à perte de vue sur les plaines du fleuve Rouge. Les Lois, à la tête d'à peine 60 000 soldats, savaient qu'un affrontement direct serait suicidaire. Ces hommes étaient rapides mais légèrement armés. Ils ne possédaient ni armure lourde, ni forteresse imposante, ni réserves infinies. Mais ils détenaient quelque chose de bien plus grand, la volonté d'une nation renaissante et des chefs d'une intelligence exceptionnelle. Parmi eux se trouvaient Lê Sát, Tran Nguyen Hon et Li Trien, des hommes capables de transformer le terrain en armes. Ils étudièrent chaque colline, chaque ruisseau, chaque sentier étroit à l'ouest de Dongguan. Là, près des deux villages de Todjong et Chukjong, la terre se courbait autour des rivières et des digues basses. Un piège parfait pour un envahisseur arrogant. Le plan était simple, mais audacieux. Feindre la défaite, attirer l'armée Ming au-delà de la rivière, puis frapper au moment où leur formation se disloquerait. C'était une danse entre la vie et l'anéantissement, entre le courage et la ruse. Alors que les nuages d'automne s'amassaient sur les plaines du Nord, les deux armées se préparaient à la guerre, l'une pour préserver un empire, l'autre pour reconquérir sa patrie. La tempête de Todjong était sur le point de commencer. La nuit tomba sur les plaines du Nord comme un linceul silencieux. Dans le camp de Lê Loa, des torches vacillaient le long des berges, leur lumière dansant sur les armures d'hommes qui avaient depuis longtemps oublié la chaleur du foyer. Ils savaient ce qui les attendait. Dans les jours à venir, ils affronteraient une armée 2 fois plus nombreuse et ne verraient peut-être plus jamais le lever du soleil. Pourtant, il n'y avait pas de peur, seulement de la résolution. Lê Loa se tint devant ses chefs, la voix basse mais inflexible. « Nous ne pouvons pas être plus nombreux, dit-il, mais nous pouvons être plus malins. Si nous parvenons à leur faire croire que nous sommes brisés, ils traverseront la rivière, et quand ils le feront, ils seront à notre merci. »
Les généraux écoutèrent en silence. Lessat, le stratège austère, traça le terrain sur une carte grossière dessinée dans le sable. À l'ouest se trouvait Todjong, une plaine marécageuse où les méandres du fleuve pouvaient engloutir des formations entières. À l'est, le village de Shukjong, entouré de bosquets de bambous et de petites digues cachées, idéal pour une embuscade. Là, dans ces vallées jumelles de terre et d'eau, se jouerait le destin d'un empire. Le plan se déploya comme la trame d'une toile d'araignée. Des éclaireurs furent envoyés en avant pour simuler une retraite, incendiant de petits postes afin d'attirer les Ming. Les villageois furent priés de fuir, de répandre la rumeur que les rebelles se dispersaient, que les lois avaient perdu tout contrôle. Pendant ce temps, la force principale demeurait dissimulée derrière les berges. Des fosses camouflées garnies de pieux aiguisés, des pièges en bambou enterrés sous la boue et des tranchées dissimulées transformèrent la plaine ouverte en un terrain d'extermination. De l'autre côté de la plaine, l'armée Ming avançait avec arrogance. Le général Wang Tong, assuré par son nombre, repoussa les mises en garde de ses subordonnés. « Ce sont des bêtes acculées », dit-il d'un ton glacial. « Une fois qu'on aura traversé, on les achève. » Cette nuit-là, les tambours roulèrent dans leur camp, forts, défiants, se répercutant dans la brume. Sur la rive opposée, les soldats de l'Éloi s'accroupirent en silence. La pluie commença à tomber, d'abord fine, puis plus soutenue, masquant leurs mouvements. Ils entendaient les chants de l'ennemi, leurs rires, leur orgueil. Et quelque part dans cette obscurité, l'Éloi murmura à ses hommes « Demain, la rivière se souviendra de nous. » La nuit s'épaissit, le piège était tendu. La brume du matin s'accrochait à la rivière comme un spectre. Puis vint le son, un grondement sourd, lointain d'abord, qui enfla jusqu'à faire vibrer la terre. L'armée Ming était en marche. À travers les plaines, les bannières se déployèrent comme des vagues pourpres. Les tambours tonnèrent, les chevaux hennirent. 10 000 bottes frappèrent la terre, battant la mesure du cœur de la conquête. La rivière bouillonnait sous les ponts de bambou et de cordes. Devant eux, les rebelles semblaient s'être évaporés, aucune résistance, aucune flèche, seulement le murmure du brouillard. Mais dans ce silence, la mort attendait. Sous les roseaux, les archers de l'Éloi s'accroupissaient, arcs bandés, le visage couvert de boue. Derrière les digues de terre, des compagnies entières de lanciers demeuraient immobiles, les yeux fixés sur le passage. Ils entendaient tout, le cliquetis des armures, les éclaboussures des sabots, les rires orgueilleux d'hommes convaincus que la victoire leur appartenait déjà. Puis, un cri. La première ligne de soldats Ming trébucha. Le sol sous leurs pieds s'ouvrit. Des fosses cachées, garnies de pieux aiguisés, engloutirent hommes et chevaux. La panique se propagea dans les rangs, mais les officiers hurlèrent. « En avant! Écrasez-les » Alors le flot déferla. Des milliers d'hommes traversèrent les ponts, se pressant les uns contre les autres dans la brume de la confusion. C'est alors que la corne de l'hameçon retentit. Une seule note longue et terrible qui déchira la vallée, et tout bascula. Depuis les crêtes, la cavalerie de Tran Nguyen Han jaillit comme le tonnerre. La terre trembla sous leur charge. Les lances s'abaissèrent. Les sabots frappèrent des étincelles sur la pierre. Du flanc droit, l'infanterie de l'Itrien surgit des marais, criant le cri de guerre de leurs ancêtres. « Pour le Jai Viet !» Les flèches hurlèrent dans le ciel. Des traits enflammés s'abattirent, frappant ponts et chariots. Les planches de bambou s'embrasèrent, la rivière devint feu. Les hommes trébuchèrent, aveuglés par la fumée, piétinés sous les sabots de leurs propres chevaux. L'Éloi leva son épée, le signal de la rétribution. « Frappez maintenant !» De toutes parts, les rebelles déferlèrent comme une marée montante. Les tambours résonnèrent, les lances scintillèrent, les épées déchirèrent les cuirasses dans un fracas de fer brisé. L'armée Ming, prise entre le feu et la rivière, tenta de se regrouper, mais chaque formation s'effondra avant même de se former. L'air était lourd de cendres et de cris. Les corps tombaient, les vagues d'hommes s'entrechoquaient, les boucliers éclataient, le sang noircissait la boue. Et pourtant, les guerriers de l'hameçon continuaient d'avancer, implacables,
inflexible, invincible. À midi, la plaine de Todjong n'était plus qu'un champ méconnaissable. Ce qui avait commencé comme une marche de conquête était devenu un massacre. Le piège n'était plus un simple plan, c'était une tempête. Et en son cœur, chevauchait l'Éloi, épée levée, gravant la liberté de son peuple dans l'histoire du monde. Les plaines de Todjong brûlaient derrière eux. Mais pour l'armée Ming, le cauchemar ne faisait que commencer. Alors que les survivants fuyaient vers l'est, en direction de Chukjong, la terre elle-même semblait se retourner contre eux. Les routes disparaissaient dans les marécages. Les chevaux s'enfonçaient dans la boue. La pluie tombait en nappes, transformant le champ de bataille en un fleuve de sang et de feu. À travers la brume de fumée, les bannières de Lam Son réapparurent, noires et rouges, sous l'orage. Les rebelles étaient déjà là. Ils avaient emprunté des sentiers cachés pendant la nuit, encerclant les Ming de toutes parts. À la tête de son armée, l'Éloi leva son épée vers les nuages. Sa voix fendit le tonnerre. « Brûlez leurs ponts, qu'aucun ne s'échappe !» Et ainsi commença la seconde tempête. Depuis les crêtes, la cavalerie de l'Essat frappa comme la foudre, écrasant le flanc Ming. Depuis les bosquets de bambou, l'infanterie de l'Itrien avança, les lances étincelant dans la brume. Les tambours de guerre martelaient si fort que même la pluie semblait tomber au rythme de leurs battements. Le ciel lui-même trembla. Les Ming, désespérés et acculés, formèrent leur rang près des marais. Le général Wang Tong, rugit pour établir l'ordre, rassemblant ses troupes sous la bannière impériale du dragon. Les flèches sifflèrent, les arbalètes claquèrent. Un instant, ils repoussèrent la marée, puis les rebelles mirent le ciel en feu. Des flèches incendiaires s'élevèrent dans l'air, retombant sur les lignes Ming comme une pluie de comètes. Les chariots explosèrent, les chevaux hurlèrent. Tout l'horizon devint rouge. « Tenez le pont !» cria Wang Tong. Mais il n'y avait plus de pont. Déjà dévorés par les flammes, ils s'effondraient dans les eaux tourbillonnantes. Ces soldats voulurent fuir, mais trouvèrent les guerriers Lam Son partout autour d'eux. La rivière devant, le feu derrière, nulle part où aller. La bataille devint chaos, une tempête d'acier, de cris et de fumée. Les hommes se battaient dans la boue, lames scintillantes, casques roulant dans la vase. La pluie ne pouvait plus laver le sang. Au milieu de tout cela, chevauchait l'Éloi, son armure noircie par la suie, ses yeux brûlants de la fureur d'une nation renaissante. Il traversa encore et encore les lignes ennemies, ne criant qu'un seul mot. « En avant !» Lorsque le soleil perça enfin les nuages, il éclaira un champ silencieux. Des milliers de soldats Ming gisaient, morts ou noyés dans la rivière écarlate. Les bannières du dragon avaient disparu. Seule flottait celle du Jai Viet, fière dans la fumée et la lumière. L'Éloi mit pied à terre, contempla la plaine dévastée et murmura « Aujourd'hui, la terre se souvient à qui elle appartient. » Quand la tempête prit fin, le silence s'abattit sur la terre. Seul le souffle des feux mourants et le murmure lent de la rivière subsistaient. Le champ de bataille de Chukjong reposait sous un voile de fumée, un cimetière de lances brisées et d'étendards renversés. L'armée Ming n'existait plus. Plus de 50 000 hommes avaient été engloutis par les rivières et les plaines du Jai Viet. Leurs armures, jadis symboles de puissance impériale, rouillaient maintenant dans la boue. De tous les généraux ayant traversé la rivière ce matin-là, seuls Wang Tong et une poignée d'officiers réussirent à fuir vers le nord, en direction de Zhongquan, leur orgueil brisé, leurs rêves noyés dans l'eau rouge. L'Éloi se tenait au centre de la désolation. Autour de lui, ses soldats s'agenouillaient en silence, le visage marqué de cendres et de pluie. Un long moment, il ne dit rien. Puis lentement, il leva son épée, non pas en signe de triomphe, mais de mémoire. « Pour ceux qui sont tombés avant nous, murmura-t-il, et pour ceux qui ne plieront jamais le genou. » Les tambours de Lam Son résonnèrent à nouveau, non pour la guerre, mais pour la victoire. Des messagers traversèrent les villages, portant la nouvelle que l'invincible armée Ming avait été détruite, que la terre du Jai Viet
s'était relevé de ses chaînes. Chaque cloche de temple, chaque écho des montagnes portait le même mot, liberté. À Zhongquan, la panique gagna la garnison. Wang Tong fit verrouiller les portes de la ville, ordonnant à ses troupes de renforcer les murailles. Il envoya des lettres désespérées en Chine, suppliant des renforts. Mais au fond de lui, il savait la vérité. L'Empire avait perdu son emprise sur cette terre. Pendant ce temps, l'armée Lam Son se rassembla de nouveau. Sous les bannières trempées de pluie et de victoire, elle entama sa marche vers le nord. Les villageois bordèrent les routes, offrant riz, eau et larmes de gratitude. Les enfants acclamèrent leur nom. Les vieillards s'inclinaient les mains tremblantes. Les chants de la libération les accompagnaient, portés par le vent. Quand le soleil se coucha sur la plaine du fleuve Rouge, Lê-Loa leva les yeux vers l'horizon, où se dressait Yongquan. Derrière ces murs se trouvait le dernier maillon de la chaîne des envahisseurs. Et il jura, par le sang de chaque homme tombé, que, avant la fin de l'année, le Jai Viet serait libre. L'hiver arriva tôt cette année-là. Les vents froids balayèrent dans les plaines du fleuve Rouge, portant l'écho des tambours et la promesse de la liberté. L'armée Lam Son encerclait Zhongquan, la dernière forteresse des Ming au Jai Viet. Derrière ces murs de pierre, le général Wang Tong et ses hommes mouraient de faim et de peur, leurs bannières déchirées, leur orgueil depuis longtemps brisé. Pendant des mois, Lê-Loa refusa de donner l'assaut. Il savait que la patience pouvait être plus meurtrière qu'une épée. Ses généraux coupèrent toutes les voies d'approvisionnement, enfermant les Ming dans leur propre prison. Ce qui avait été une armée n'était plus qu'une ombre, une assemblée de visages faméliques et hantés, regardant à travers des remparts en ruine. Puis, un matin gris, les portes de Zhongquan s'ouvrirent. Wang Tong sortit, sous un drapeau blanc, son armure ternie, les yeux vides. Il mit pied à terre devant Lê-Loa et s'inclina profondément. Dans ce silence, le vent ne portait qu'un seul son, celui des battements de cœur. Lê-Loa contempla son ennemi vaincu, puis se tourna vers les milliers d'hommes rassemblés sur la plaine. « Assez de sang a coulé, dit-il doucement. Que ceux qui veulent vivre, vivent. Notre vengeance s'achève aujourd'hui, notre nation renaît. » Un murmure parcourut les rangs. D'abord l'incrédulité, puis le soulagement. Enfin la clameur de la joie. Les bannières du Jai Viet flottèrent haut sur Zhongquan. Le fleuve Rouge scintilla à nouveau sous la lumière du soleil. Après 20 ans d'occupation, la terre respira librement. Des messagers galopèrent à travers les provinces, portant la nouvelle qui résonnerait pendant des siècles. Les Ming étaient même partis. La guerre était terminée. Le Jai Viet était de nouveau uni. Dans la capitale, les cloches de Tanglong sonnèrent 3 jours et 3 nuits. Les temples rouvrirent, les paysans regagnèrent dans leurs champs, et dans chaque village, les mères racontèrent à leurs enfants la même histoire, celle d'une nation que l'on croyait perdue et qui s'était relevée. Au coucher du soleil, debout sur les remparts de Zhongquan, Lê-Loa regarda le ciel se teinter d'or. Il rengaina son épée et murmura « Puisse cette lame ne jamais devoir être tirée à nouveau. » La guerre était finie, mais la légende de Bin-Go Jai Tang, la grande victoire de la pacification des Ming, ne faisait que commencer.